manière pour nous de pouvoir contribuer et amplifier cette conversation. Donc déjà, un grand merci à Carole et Virginie d'avoir dit oui à cette première édition des Ninty Talks. Je vois que Olga est aussi là, donc on a cofondé Ninty avec Olga il y a 2 ans avec une ambition très forte et beaucoup de naïveté en nous disant il est temps que les entreprises s'engagent sur les sujets de la santé des femmes parce qu'on était entouré de femmes, nous-mêmes étant aussi des femmes ayant eu des carrières professionnelles dans le monde de l'entreprise, on s'est dit cette phase de conception, à un moment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué par rapport aux progressions de carrière, par rapport à la santé mentale, à la surcharge aussi chez beaucoup de femmes, et notamment le sujet du parcours de fertilité et des personnes qui ont des diagnostics d'infertilité qui étaient encore plus invisibilisés. Et on s'est dit qu'on souhaitait, en tout cas qu'on voulait accompagner les entreprises à s'emparer de ces sujets. Donc on a eu énormément de conversations avec plusieurs entreprises, mais beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui sont sensibles à ces sujets-là. Et on a la grande chance de pouvoir collaborer avec Carole et d'elle. Et c'est un grand privilège pour nous de pouvoir porter cette mission avec vous et lancer cette édition des Ninty Talks avec vous et Virginie, qui est la cofondatrice du collectif BAMP. C'était vraiment une évidence. Et on est ravis de pouvoir lancer cette édition avec vous. Donc, les Ninty Talks, ça va être une fois par mois en binôme avec des personnes du monde de l'entreprise et des personnes sur des sujets de patients. Et l'idée, ça va être vraiment de créer des conversations qui vont inspirer et qui vont donner envie aux entreprises de s'engager. Voilà, de porter le sujet et de l'adapter à leur culture. Je vais demander à Carole et Virginie de se présenter et ensuite on va partager ensemble. On a des questions, mais l'idée c'est que ce soit une conversation, donc n'hésitez pas à rebondir, poser vos questions dans le chat et je laisse la parole du coup à Virginie, que je vois devant moi. Alors, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai créé l'association Collectif BAMP en 2013, après un parcours d'AMP euh, très, très court, mais un très long désir d'enfant, et un parcours d'AMP très court, mais intense, qui avait généré chez moi beaucoup de colère, beaucoup de situations qui sont vraiment, enfin, qui sont pas du tout, je pense, qui évoluent un petit peu en termes de relations avec les professionnels très patriarcales, en mode, vous savez, les femmes ont des problèmes psychologiques, c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, il faut arrêter d'y penser, enfin voilà, donc chez moi, ça a créé beaucoup de colère et surtout l'envie de faire changer les choses parce que l'association a été créée en 2013, mais en 2011, on sortait de la précédente révision de loi de bioéthique et on avait entendu partout dans les médias, dans la rue, des gens qui se mobilisaient contre l'AMP, contre l'AMP intraconjugale comme l'AMP avec don de gamètes, hein. Et voilà, je me disais, je ne peux pas être en train d'essayer de faire des enfants pour une société qui soit aussi excluante, aussi agressive. Donc il faut qu'on fasse entendre la voix des personnes qui ont besoin de recourir à l'AMP parce qu'elles sont infertiles ou stériles. Voilà. Et sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'AMP et le travail, c'est un des premiers dossiers dont les bénévoles se sont saisis au sein de l'association pour aboutir en 2016 aux autorisations d'absence. Voilà. Donc c'est un sujet très important pour nous, ce point-là. Merci Virginie. Carole? Merci. Donc, Carole Fontaine pour ma part. Donc, je suis régional HR pour un groupe international, donc Dell Technologies. Et je suis invitée aujourd'hui pour parler effectivement des initiatives qu'on mène chez Dell, notamment au sujet de l'infertilité. Pour quelles raisons, très brièvement, j'ai souhaité travailler sur cette initiative au sein de Dell Technologies. Donc, je suis en fait donc RH, mais aussi lead d'une communauté de femmes, donc de plus de 6000 personnes en Europe, Middle East et Africa. Et du coup, issue aussi d'un parcours AMP, pour ma part, personnel, j'ai eu envie
de poursuivre en fait après avoir eu ma fille ces initiatives et faire en sorte que la problématique d'infertilité soit plus un sujet tabou en entreprise, en tout cas au sein de Dell. Et avec mon expérience, du coup, j'ai aussi pris conscience que c'était une thématique qui était traversée par beaucoup de collaborateurs, hein, hommes et femmes. Et pour cette raison, effectivement, j'ai souhaité mener ces initiatives au sein de Dell Technologies qui sont assez récentes, mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Merci, Carole. Ma première question est pour Virginie, mais Carole, n'hésitez pas à rebondir et si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Quand on échange avec des entreprises, on parle avec des entreprises toutes les semaines chez Minty, une réaction qui revient souvent, c'est mais combien de personnes ça touche, mais est-ce que c'est vraiment un sujet? On a aussi tendance dans les entreprises, j'ai remarqué des fois à mettre en concurrence ou en compétition, je ne sais pas si c'est le bon mot, certaines pathologies par rapport à d'autres, mais on fait déjà des choses pour la santé mentale ou l'endométriose, la PMA, ce n'est pas vraiment un sujet. Même pour des entreprises, des fois, qui ont 75% de collaboratrices, âge moyen 35 ans. Donc, Virginie, concrètement, de quoi on parle et de combien de personnes on parle et qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces entreprises qui se posent des questions pour se dire est-ce que c'est vraiment un sujet? Et surtout, est-ce que c'est pas à l'État de le porter le sujet? Ça, c'est une autre réaction qu'on a aussi, qu'on entend très souvent. Alors, l'État le porte d'une certaine façon dans le cadre de la prise en charge à 100% pour les parcours d'AMP, dans le cadre de la sécurité sociale. Donc, l'État se charge, on va dire, des questions médicales, hein, bien qu'il y a des choses à améliorer, enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et sur les questions sociétales, l'État ne s'en occupe pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous, depuis 10 ans, on essaye de faire ce travail-là de sensibilisation, d'information pour que le sujet soit vraiment considéré comme un sujet de santé publique au-delà des seules problématiques médicales. Et sinon, ça concerne 186 millions de personnes dans le monde. En Europe, c'est 25 millions de personnes. En France, le rapport sur les causes d'infertilité parle de 3,3 millions de personnes, mais il faut rajouter 3,3 millions de personnes parce que les gens sont en couple. Donc, on est déjà sur 6,6 millions de personnes en France concernées. Il faut savoir que le nombre de tentatives qui sont faites en France, les chiffres de 2021, c'est plus de 162 000 tentatives qui ont été réalisées en France, auxquelles il faut ajouter toutes les tentatives que les Français et les Françaises font à l'étranger. En 2021, on a à peu près 28 000 enfants qui sont nés suite à une AMP, auxquels il faut ajouter les enfants qui sont nés d'une AMP faite à l'étranger, mais qui ne sont pas comptabilisés. Alors, ces chiffres-là ne tiennent pas compte des femmes seules et des femmes en couple, qui vont arriver là dans les chiffres qui seront présentés en septembre de cette année. Donc, ça fait beaucoup de personnes, auxquelles vous pouvez rajouter aussi toutes les femmes qui souhaitent autoconserver leurs gamètes. Là, les chiffres 2022, c'est plus de 11 000 femmes qui se sont présentées dans les centres d'AMP pour cette demande d'autoconservation, en sachant que toutes n'ont pas été reçues, puisque à cause des délais, on les a renvoyées vers l'étranger. Et donc la proportion d'enfants qui naissent en France suite à une AMP, ça représente aujourd'hui à peu près 3,7% des enfants sont nés grâce à une AMP. Donc pour nous, ça fait beaucoup de monde. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé et qu'on ne peut plus ignorer. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a 10 ans, les retours qu'on nous faisait, c'était oui, mais ça, c'est quelques couples infertiles, en mal d'enfants, qui gèrent ça dans leur intimité. Mais en fait, non. C'est un vrai sujet de société. Et ça l'est de plus en plus aussi du fait de cette chute de la fécondité mondiale. Et on a des pays qui sont déjà en difficulté d'un point de vue économique sur cette baisse de la natalité. Donc voilà, tous ces sujets-là sont collés les uns aux autres et ça concerne beaucoup de monde, autant d'hommes que de femmes. Donc pour nous, il n'a jamais été question de les ignorer et il a été plutôt question
que tout le monde le sache et que ça puisse être considéré autrement. Merci. Ouais, c'est loin d'être une niche, qui est le mot qu'on entend très régulièrement. Oui, mais en fait, ce qui est problématique, c'est que le sujet infertilité, comme il est maltraité par la société, il est maltraitant pour les patients et maltraité par la société, mais dans toutes les sphères de la société. C'est-à-dire que même sur la recherche, les gens qui font de la recherche ne peuvent pas faire un projet de recherche qui s'intitule infertilité, parce qu'on leur dit, mais non, hein, l'infertilité, non, tu peux faire cancer et éventuellement un truc infertilité ou je sais pas quoi, mais pas infertilité. Et donc, toutes les strates de la société, finalement, ignorent le sujet ou veulent l'ignorer et ferment les yeux sur ça. Et donc, bah, les entreprises ne sont pas, elles sont dans la société. Et donc, les gens, voilà, il y a une espèce de... Alors, monsieur le président a dit le tabou du siècle. Nous, on cherche à travailler sur ce tabou-là. Et je trouve qu'il a quand même évolué parce que les gens en parlent de façon publique plus facilement. Mais oui, je pense que ça infuse quand même. Ça concerne la sexualité, ça concerne la santé des femmes. Alors, voilà, c'est un autre sujet. Et ça concerne l'intimité. Donc, est-ce que l'entreprise a à s'immiscer là-dedans? Nous, on pense que oui, puisqu'évidemment, vie privée, vie professionnelle, tout ça, c'est imbriqué, impliqué, tout est connecté. Mais il y a du travail à faire. Oui, et c'est une très belle transition pour ma question à Carole, que je trouve que Carole est vraiment une pionnière sur le sujet parce que non seulement elle a identifié que c'était un sujet à porter, mais elle le porte à bras le corps avec beaucoup voilà, de conscience pour faire en sorte que ça se passe bien pour les équipes. Et Carole, est-ce que vous pouvez nous partager le cheminement qui vous a amené, vous, en tant que collaboratrice, mais aussi en tant que personne en charge des ressources humaines dans un grand groupe, de se dire que ce sujet est un sujet important. Non seulement il est important pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise de manière globale. Oui, 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 tout à fait, merci. Donc, je pense que si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu, effectivement, enfin, ça aurait peut-être pas été aussi prioritaire pour moi en tant que RH, et ayant peut-être aussi une voix dans le cadre de ma fonction. Et à la suite de mon parcours, j'ai voulu en fait contribuer à, à cette cause pour aider les hommes et les femmes effectivement dans ce parcours-là que je sais très compliqué pour moi-même être passée par un très long parcours. Euh, et du coup, avant d'être RH, je suis collaboratrice, hein, et j'ai eu mes galères aussi de salariée, de collaboratrice, difficulté d'en parler autour de moi, mais aussi dans mon environnement professionnel. Je pense que beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices ont aussi du mal à en parler, aussi à leur famille, à leurs amis, mais encore plus à leur employeur. Et quand ils en parlent à l'entreprise, ils en parlent peut-être plus spécifiquement au manager, Mhm. parce que bah, c'est le manager qui drive l'activité, qui évalue, qui augmente, qui promeut. Et quand la personne le fait, c'est déjà un grand pas parce que c'est pas à gagner que la personne le partage aussi à son manager. Et c'est pas gagné non plus de le partager à ses collègues de travail parce que, ben, effectivement, enfin moi personnellement, je travaille dans un service RH avec beaucoup de femmes. C'est des services qui sont très féminisés, du même âge que moi, et donc voilà, d'évoluer dans un environnement très féminin où tout le monde parle d'enfants tous les jours pendant les pauses repas, etc., ça devient très compliqué. Personnellement, ça m'a aussi isolée. Ça m'a aussi isolée des autres et voilà, et parfois de mon activité. Et c'est ce que je ne souhaite pas pour les autres. Donc du coup, c'est un des leviers de motivation qui m'a donné envie de me dire, est-ce que je peux faire quelque chose chez elle sur ce sujet-là? Donc, au sein de Women in Action, donc l'initiative que je mène au niveau IMIA, dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que je peux explorer cette piste-là pour en faire un sujet d'entreprise aussi, au même titre que d'autres sujets qu'on a déjà menés au sein de DEL, comme l'endométriose, vous en parlez, on a sensibilisé sur ce sujet, on continue à sensibiliser, comme la ménopause, ou même des sujets encore très différents autour du handicap ou de la transformation de genre. Donc c'est vrai qu'on a une culture assez ouverte sur ces diversités de parcours. Et donc du coup, je me suis dit aussi, bah, pourquoi pas la PMA?
Pourquoi pas la PMA et l'infertilité. Et donc, j'ai cherché des speakers, des partenaires il y a plus d'un an de ça. Et c'est ce que je disais à Fatoumata, c'était compliqué de trouver quelqu'un en France. Donc, comme on était IMIA, je me suis plutôt orientée vers l'Angleterre. En Angleterre, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus d'avance, effectivement, sur la France, sur ces sujets-là, comme ils avaient plus d'avance aussi sur la ménopause. Et j'ai trouvé Ninti en début d'année 2024, je ne sais plus, non, 23, pardon. Et très heureuse de les avoir trouvés aussi parce que du coup, voilà, je trouve qu'ils offrent une palette en fait de solutions pour les entreprises et c'est beaucoup plus facilitant en tant qu'entreprise de pouvoir solliciter un interlocuteur et puis derrière cet interlocuteur, on peut avoir différents intervenants et prestataires. Donc merci pour ça. Mais du coup, voilà, l'idée, elle est vraiment venue de là, venue aussi de par mon rôle de RH. J'ai aussi des sollicitations de la part des collaborateurs qui vivent et qui traversent et qui ont traversé ce parcours-là et qui ont eu les mêmes difficultés que j'ai vécues aussi. Et donc, du coup, je me suis dit que voilà, on avait la possibilité de faire quelque chose en interne. Et moi, j'ai la possibilité de le faire aussi. Et donc, du coup, on a commencé à travailler avec Ninti sur ce sujet-là milieu d'année dernière où on a commencé effectivement à faire une première sensibilisation avec 250 inscrits à cette session, puis beaucoup de messages d'encouragement, de remerciements pour mettre ce sujet à l'agenda. Et de ce sujet de sensibilisation où je pense voilà, que c'est plutôt les personnes concernées qui se sont joints à ces réunions de sensibilisation, on souhaite effectivement étendre la parole pour que les personnes non concernées directement puissent aussi comprendre en fait ce que c'est et puis que c'est effectivement un sujet sociétal aujourd'hui et comment on peut soutenir en fait cette cause plus largement. C'est encourageant. Je voyais le grand sourire de Virginie. Oui, 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 parce que moi, tous les jours, je réponds à des gens qui sont en difficulté avec leur employeur. Donc, alors, je pense que dans les grandes entreprises, voilà, depuis 2016, les choses ont infusé quand même. Respecter le code du travail, c'est déjà une première chose. Mais dans les petites entreprises, voire les très petites entreprises, les gens sont encore vraiment en difficulté. Et l'autre grand champ de difficulté, c'est la fonction publique. Voilà, où là, je vous dis tous les jours, je réponds à des gens, et même des gens à qui on dit, mais non, le code du travail ne s'applique pas à toi. Donc, ouais, on part de très loin dans certaines situations. Enfin, on parle enfin, je sais pas, voilà. Donc, il y a un gros travail d'information que nous faisons sur la question de la loi, du droit, du code du travail, la question des délégués du personnel, la question même des syndicats. Parce que sinon, enfin, il y a des gens qui sont vraiment isolés. Quand vous êtes en face à face avec votre employeur, ça peut vite dégénérer. Donc, c'est voilà. Que des grands groupes montrent l'exemple, c'est important. Merci. Et justement, ça fait une bonne transition avec la question que j'avais, Virginie. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas nous partager dans l'association de patients sur les sujets liés au travail, euh, qu'est-ce qui revient le plus et comment est-ce que ce parcours PMA est des fois mis en difficulté dans le monde de l'entreprise et quelles sont les attentes aussi des personnes qui sont en parcours PMA par rapport à leur employeur? Oui. Alors, ce que je voulais dire, je voulais rajouter aussi, c'est que pour le nombre de personnes concernées, en France, les chiffres de la sécurité sociale disent que tous les ans, il y a un peu plus de 150 000 femmes qui ont un traitement pour l'infertilité, que ce soit une stimulation simple ou voilà. Alors, ça fait quand même du monde, et il faut rajouter les messieurs aussi. Donc, pour les autorisations d'absence, comme je vous l'ai dit au départ, l'association, elle, c'est le premier sujet dont elle a voulu se saisir parce qu'on était, enfin, moi, il y a 10 ans, j'ai arrêté de travailler parce que c'était plus possible, parce que de toute façon, cette chose était tellement envahissante que quand j'allais à un entretien d'embauche, je me disais, ah non, mais peut-être que je vais avoir, peut-être que je suis enceinte, donc il faudrait peut-être que je leur dise, mais non, peut-être pas. Donc c'était n'importe quoi dans ma tête et donc dans la relation professionnelle. Et à un moment donné, j'ai arrêté de travailler parce que j'arrivais plus à gérer voilà, les choses qui sont compliquées dans le temps. Et donc,
quand on a créé l'association, on s'est dit, il faut qu'on fasse avancer cette situation parce qu'à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient sur leur congé. Sauf que ça marche bien si vous faites une tentative et que vous avez une grossesse. Mais en France, les taux de réussite sont tellement faibles que ben, les tentatives se répètent. Donc au bout d'un moment, vous n'avez plus de congé. Les gens mentaient à leur employeur en s'inventant des histoires pour essayer de gérer parce que c'était pas possible de parler de ce sujet-là et de dire j'ai besoin d'arriver 1 heure en retard ou j'ai besoin de partir. Donc on s'est dit il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse évoluer ça. Donc on a fait un dossier qu'on est allé présenter aux députés de l'époque. Et puis à un moment donné, il y a eu la révision de la loi santé en 2016 et on a pu introduire des amendements dans cette loi santé qui a permis d'aboutir aux autorisations d'absence pour protocole d'AMP, donc qui sont inclus dans l'article 1225-16 du Code du travail et qui sont en dessous de l'espace euh, autorisation d'absence pour grossesse. Alors, c'était pas, comment dire, on aurait voulu plus, sauf que politiquement, déjà, on a introduit, c'est moi qui ai rédigé les amendements sur ne pas oublier les hommes, parce qu'au départ, il n'y avait que les femmes, et nous on disait, mais attendez, les parcours d'AMP, c'est obligatoire. À l'époque, c'était hétéro, donc il fallait obligatoirement monsieur, madame, les hommes sont concernés, enfin, il y a l'histoire de la charge mentale, donc on s'était dit, il faut que les hommes soient là. Sauf qu'on n'a pas pu obtenir plus parce qu'on nous a dit si on va plus loin, on va carrément tout perdre. Donc on a obtenu ces fameuses autorisations d'absence. Rendez-vous illimité pour madame et 3 rendez-vous par protocole pour monsieur. Donc il y a plein de situations pour lesquelles c'est pas satisfaisante et nous, évidemment, qu'on aimerait que ça puisse continuer à évoluer. Mais les besoins exprimés par les personnes à l'époque et encore aujourd'hui, c'est la question du respect des droits la question du respect de mon parcours de vie, c'est-à-dire que l'infertilité, je sais, enfin, faut pas que ça soit un tabou. On fait des enfants, on va pas braquer des banques, vous voyez. Donc il fallait renverser un peu la représentation liée à cette histoire-là et la question de la discrétion, c'est-à-dire que quand les autorisations d'absence sont arrivées, eh ben, les gens étaient ravis. Et ça y est, enfin, je peux arrêter de mentir, de bidouiller, je peux dire les choses. Et ça, il y a eu 2 situations. Des entreprises qui s'en sont saisies tout de suite et qui ont été cool, on va dire, et d'autres pour qui c'était compliqué. Mais en tous les cas, les gens, ils avaient cette possibilité que ça soit reconnu. Officiellement, je peux dire que je suis en parcours d'AMP, j'ai des droits. En pratique, ça a été compliqué. Je trouve que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des situations où ça reste vraiment compliqué, et notamment des gens donc, qui continuent à ne pas utiliser les autorisations d'absence pour ces questions de discrétion, intimité, j'ai pas envie que toute l'entreprise sache que je suis en train de faire des enfants, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on peut lier aussi avec l'état de grossesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, une femme qui annonce une grossesse, dans certaines entreprises, ça reste problématique. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a une belle évolution, mais il y a encore du travail à faire et il y a encore des choses à ajuster parce que dans certaines professions, c'est compliqué d'utiliser le droit parce que c'est, voilà, je sais pas, je pense par exemple aux militaires, aux marins ou à d'autres situations où ça peut être vraiment encore compliqué. Donc il faut qu'on travaille encore à ça. Nous, on a sollicité plusieurs fois le ministère du Travail pour pouvoir réfléchir avec eux à tout ça, mais voilà ce que je pourrais dire, ce que je pouvais dire. La question de la discrétion, la question du respect des droits, la question du respect de ma personne et de mon projet de vie, et d'arrêter de couper les gens. Il y aurait d'un côté le travail et d'un autre côté la vie privée. Non, tout ça s'imbrique. Et il faut que la société évolue. Donc, que les entreprises se saisissent de ce sujet-là, ça permet de laisser ces petits cailloux d'évolution. Donc, c'est bien. Exactement. Et c'est un tout, et c'est vraiment notre message chez Minty, parce qu'on a souvent des fois des dirigeants qui nous disent, c'est vraiment cette question qui revient, mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise?
c'est de dire que l'entreprise fait aussi partie de la cité et que, in fine, voilà, c'est un sujet de société et l'entreprise, qu'elle en ait conscience ou non, elle est touchée par ce sujet en fait. Et Carole, justement, quand j'écoutais Virginie et quand je repense à nos conversations et nos échanges, je pense qu'être dans les chaussures en ressources humaines de la personne qui porte le sujet, j'ai l'impression que dans les différentes conversations, même que j'ai des fois avec d'autres personnes des ressources humaines, on marche un peu sur des œufs. Il y a le mot peur n'est pas le mot adapté, mais une crainte de ne pas toujours être à sa juste place. Donc, je trouve que vraiment, les personnes qui portent ce sujet en ressources humaines sont hors de leur zone de confort. Est-ce que vous pouvez partager avec nous justement comment vous, en interne, vous arrivez à le porter sans que ce soit, voilà, sans que ça pèse trop sur les autres sujets, mais aussi par rapport au niveau de confiance que les personnes qui se sentent concernées se sentent aussi en confiance et respectées dans leur parcours sans cette... Parce que d'un autre côté, sur la voie patiente, on a aussi des femmes, des fois, qui nous contactent pour nous dire, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que ça ne va pas me coûter quelque chose? Mm. Une promotion, un projet futur. Et plus on est cadre dirigeante, souvent, plus on se pose la question. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour sur ce moment un peu d'imbrication, je ne sais pas si ça se dit en français, mais sur ces émotions compliquées des fois. Oui, moi j'aime bien et je vais reprendre vos mots, c'est que pour moi l'entreprise fait partie de la cité et donc du coup elle a son rôle à jouer sur ce type de sujet-là comme sur d'autres. C'est probablement, je conscientise ça aussi, c'est probablement plus facile pour moi d'œuvrer sur ce sujet-là au sein d'une entreprise comme Dell qui a dans son ADN depuis des années maintenant, donc c'est une entreprise qui a plus de 30 ans, qui a ces sujets qui prônent la diversité et l'inclusion. Moi, pour ma part, donc, on ne peut pas parler de diversité si on se limite à la surface de ce qu'est la diversité. Si on veut vraiment travailler sur des sujets de diversité et d'inclusion, il faut englober les situations individuelles, les défis personnels de chacun. Et c'est en abordant ces sujets qu'on renforce aussi notre engagement et l'engagement de l'entreprise vers une culture plus inclusive. Donc, c'est vrai qu'on considère chez Dell que l'entreprise a un rôle à jouer dans l'éducation et la sensibilisation. Et je pense qu'en œuvrant autour de ce sujet de la PMA, de l'infertilité, on contribue à éduquer les collaborateurs, à créer un environnement où chacun peut se sentir mieux compris et soutenu. Et du coup, ça fait partie d'une politique d'entreprise plus large, à mon sens, euh, qui vient aussi jouer sur l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise et donc du coup sur le sentiment d'appartenance. Et plus globalement, sur une politique de rétention des collaborateurs et des hommes et des femmes dans un secteur en plus, donc l'informatique, où on a, en tout cas en France, on a 30% de femmes chez Dell, mais on est plutôt sur des tendances, si on regarde toutes les entreprises du secteur informatique, de l'IT, on est plutôt autour de 20% et dans le monde, entre 15 et 20%. Donc du coup, même si on est assez féminisé, en tout cas un peu plus féminisé chez Dell, eh ben, oui, justement, mais il faut qu'on continue juste à œuvrer pour que les femmes se sentent elles-mêmes, les hommes aussi, parce que j'inclus les hommes, se sentent eux-mêmes, se sentent libres de pouvoir effectivement partager sur ces sujets-là. En tout cas, nous, notre position, c'est de dire il appartient aux collaborateurs d'en parler. Il n'y a pas une volonté non plus d'aller chercher à tout prix à comprendre la raison des arrêts de travail, etc. etc. Il est vrai aussi que la complexité, c'est qu'on évolue dans une organisation matricielle, internationale, avec des collaborateurs basés en France, mais dont les managers sont à l'étranger. Donc, du coup, le droit du travail, en l'occurrence, il est aussi différent. Et j'ai souvenir qu'une collaboratrice m'ait sollicité. En parallèle, son manager m'avait sollicité aussi parce qu'il y avait il ne se comprenait pas sur les absences répétées en fait de la collaboratrice en question.
Donc, la manager, en l'occurrence, était américaine. Et du coup, voilà, elle avait besoin de comprendre à quoi correspondaient ces absences autorisées payées. Est-ce que c'était vraiment autorisé par la loi française? Et de notre côté, en tout cas, moi, ma suggestion auprès de cette collaboratrice-là, c'était d'en parler à son manager, de nommer en fait les raisons pour lesquelles elle avait besoin de s'absenter, pour trouver une meilleure organisation du travail et que voilà que le manager comprenne que ce n'était pas entre guillemets des arrêts de complaisance, mais des vraies problématiques à gérer et ces absences-là, elle en avait besoin. Et donc du coup, en tout cas, je suis contente de ça. Elles ont eu cette discussion-là. Donc après, je pense qu'il y a encore besoin de calage, mais il y a eu une parole ouverte sur ça pour mieux se comprendre et arriver à trouver des compromis. Et donc, du coup, au-delà voilà, de ces politiques de rétention et de fidélisation des collaborateurs et des collaboratrices, c'est aussi pour moi un sujet de responsabilité sociale d'entreprise. Donc, on ne peut pas parler de RSE. Les entreprises ne peuvent pas parler de RSE que si on fait voilà, des actions qui nous arrangent quelque part. Et donc, du coup, pour moi, ce sujet fait partie aussi d'une politique RSE. Et donc, la diversité et inclusion fait partie de la politique RSE. C'est des choses qu'on peut en imbriquer les unes par rapport aux autres. Super. Et du coup, qu'il faut porter comme tous les autres sujets sans a priori ou peur de perdre dans le format. Moi, je pense que c'est essentiel parce que nous, on disait toujours, après, une fois qu'on a eu les autorisations d'absence, ben, on a essayé de communiquer beaucoup sur ça, mais on était beaucoup sollicités, mais en même temps, mais nous, on a aussi notre limite, c'est-à-dire que là, c'est un vrai projet de société, c'est-à-dire envisager les questions de parentalité, si on reste que sur ce sujet-là, que la société, dans son ensemble, envisage les questions de parentalité autrement, c'est-à-dire autrement que ce que nos mères ont pu vivre, où déjà, quand tu disais que tu étais enceinte, c'était ah, voilà, on te mettait au placard, et puis voilà. Et que la société arrive à être plus bienveillante pour les salariés, parce que ce qui se faisait aussi beaucoup à l'époque, c'est que les gens avaient des arrêts maladie. Sauf que c'était des arrêts maladie où les gens se sentaient un peu en défaut parce qu'ils disaient je suis pas vraiment malade, je pourrais aller au travail, mais ça se passe tellement mal au travail que bah, la seule solution que j'ai, c'est ça. Donc on était vraiment dans des choses qui n'étaient pas, qui n'allaient pas vers le positif, vers la reconnaissance, la facilitation, mais vraiment on essaye de bidouiller et personne n'est satisfait, mais tout le monde s'en contente quand même. Et moi, je trouvais que si on arrivait à changer un peu la manière de faire, on allait tous y gagner, à être plus bienveillant, à être plus performant même, parce qu'on sait bien qu'un salarié qui est reconnu, entendu, à qui on facilite les choses, bah, il sera au top. Alors que vous avez une salariée ou un salarié qui sait qu'il ne peut pas en parler, qu'il faut qu'il bidouille, qu'il faut qu'il mente, il pourra être au boulot, mais il ne sera pas forcément productif parce qu'il sera dans un espèce de rancœur vis-à-vis de l'entreprise qui ne le considère pas dans ses difficultés. Et donc, pour moi, je trouve qu'il vaut mieux un salarié qui soit absent pour son parcours d'AMP, mais que quand il revient au boulot, il est content, il est à fond, il a envie. Ça me paraît plus positif comme attitude. Oui. Surtout que toutes les études, alors principalement anglo-saxonnes, c'est vrai qu'en France, on a une vraie problématique de données pour comprendre comment le sujet a des conséquences sur les carrières. Mais aux États-Unis, les études qui ont été faites sur les entreprises qui soutenaient les projets de parentalité et qui offraient ce qu'ils appelaient les fertility benefits, non seulement gardaient les personnes beaucoup plus longtemps, mais en plus les personnes qui n'étaient pas du tout concernées par le sujet se sentaient rassurées d'un point de vue extérieur de voir qu'elles étaient dans des entreprises qui prenaient soin de sujets aussi sensibles et même si elles n'étaient pas concernées, ça les rassurait. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce terme d'appartenance et d'identité Mm. qui aujourd'hui est important. Et je vois le temps qui file.
On va quand même laisser du temps pour des questions parce que je pense qu'il y en a qui... J'ai vu des commentaires, je n'ai pas eu le temps de les lire, mais je Je voulais voulais dire... peut-être juste te partager, en attendant qu'on ait des questions, mais je discutais hier encore avec une de mes amies qui est médecin du travail dans une grande entreprise et je lui disais, il faut que je prépare mon pitch pour demain. Bon, elle sait que c'est un sujet qui me touche personnellement et elle me dit, non, mais enfin, en fait, je comprends toujours pas pourquoi vous abordez ce sujet-là en entreprise. Ah oui. Je lui dis, mais tu es médecin du travail et tu me dis ça, mais non, mais elle me dit, mais pourquoi ce sujet-là plutôt qu'un autre? Et donc, ma réponse a été de dire, mais c'est pas ce sujet-là plus qu'un autre, c'est ce sujet-là avec les Avec autres. les autres. Et donc après, voilà, elle me dit, oui, mais parce que vous êtes une entreprise plutôt jeune, avec beaucoup de femmes, etc. Bah oui, enfin, avec beaucoup de femmes, oui et non, c'est ce que je vous ai donné les datas, pas forcément. Jeune, bon, je pense que la moyenne d'âge en France, elle est de 40 ans, donc pas forcément si jeune que ça non plus. Donc voilà, donc du coup, voilà, c'est vraiment à chaque fois que je parle de ces sujets-là autour de moi, dans mon réseau RH aussi, c'est pourquoi ce sujet-là et pas les autres, en fait. Mm. Et c'est très juste le avec. Mm. Ouais, mais on l'entend très souvent. J'aime pas le mot compétition, mais de Ouais. mettre les sujets comme ça, de ne pas avoir cette... je pense que c'est un manque de feuille de route vraiment globale en santé et en RSE aussi, sûrement par manque de ressources hein, pour de nombreuses entreprises. Oui, mais Mais je pense quand même qu'il y a le colle au sujet de l'infertilité, les préjugés, les a priori, les idées reçues qui ne sont pas, qui circulent encore dans la société. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut très bien vous dire, mais il y a trop d'enfants à adopter, il faudrait plutôt que tu lâches l'AMP et que tu adoptes un enfant. Ou un autre truc qui marche bien aussi en ce moment, c'est on est trop nombreux sur la Terre, donc ça, vous n'avez pas besoin de faire d'enfants. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des mails avec leur patron qui leur dit ça. Donc, pour moi, il y a toujours... Parce que nous, le sujet de l'infertilité, là, on le maîtrise, on l'a vécu, on le connaît, on le défend. Mais il faut imaginer qu'à l'extérieur, les gens méconnaissent, ignorent, ont des idées reçues, des préjugés sur ce sujet-là. Et comme on en parle assez mal médiatiquement, on n'a pas, voilà, on n'a pas encore réussi à en faire un sujet de société qui soit considéré comme un autre. Alors j'allais dire comme l'endométriose. L'endométriose, il y a encore beaucoup à faire. Mais l'endométriose, il y a quelque chose, vous êtes malade, vous avez une pathologie, donc il y a une espèce de... euh, on vous comprend parce que vous êtes malade. L'infertilité, on peut très bien vous dire, ah ouais, mais t'es pas vraiment malade, quoi. T'as qu'à arrêter d'avoir envie de faire des enfants et c'est bon, on n'en parle plus. Donc, il y a encore tous ces c'est préjugés-là. psychologique, ça revient souvent Oui, bah oui, on est trop sur la Terre, donc il faut arrêter de faire des enfants. Mais donc, comme on en parle mal, comme le sujet est maltraité, comme j'ai dit au début, eh bien, il y a des gens voilà, qui persistent avec leurs idées reçues, leurs préjugés sur ce thème-là, et qui n'ont pas encore compris ce qu'on essaye d'expliquer là. C'est-à-dire que l'infertilité, c'est une vraie problématique personnelle, mais aussi sociétale. C'est-à-dire que la société doit considérer, mais même si on repart sur juste la grossesse, c'est positif, on fait des bébés et tout ça, mais dans plein d'entreprises, c'est toujours un problème. On peut rien dire avant 3 mois, et puis après, si on le dit, est-ce que je le dis, est-ce que je ne dis pas, ma promotion, mon évolution, ça risque d'être compliqué, et est-ce que je retrouve mon poste quand je reviens? Enfin, c'est encore des sujets qui sont complexes. Mm. Et là, on est aussi sur le gros chapeau santé des femmes. Donc c'est pour ça que santé des femmes, c'est encore aussi un sujet qui est compliqué, qui est traité d'une façon pas adaptée de notre point de vue en France. Et nous, on essaye sans cesse de faire revenir les hommes aussi dans cette histoire-là, parce que voilà, ça continue aussi en termes d'idées reçues à l'infertilité, c'est un problème de bonne femme. Oui, ouais. Mm. Et d'ailleurs, sur les inscriptions, on a eu 42 inscrits en tout et on n'a eu aucun homme. Et oui, Donc, c'est vrai, comment on ramène les hommes qui sont autant touchés. Donc, du coup, c'est une vraie réflexion. Et je pense que Marilyn avait une question, je vois dans le...
Tu veux poser ta question, Marilyn? Comme ça en direct. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous et franchement, merci Ninti de mettre ces initiatives à l'honneur. Je suis ravie que ça ait lieu tous les mois. Et je suis ravie de cette thématique puisque ben, moi-même, j'accompagne des personnes en désir d'enfant et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place dans l'entreprise. Et ma question, c'était par rapport à vos discussions avec Carole, qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place? Vous avez parlé tout à l'heure de sensibilisation. En quoi ça consiste concrètement et qu'est-ce qu'il faudrait faire idéalement pour que les entreprises puissent prendre ce sujet à bras le corps. Alors changer les mentalités certainement, mais ça prendra du temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant en entreprise pour faire bouger les choses? Merci. Alors, par rapport à Dell, effectivement, on est toujours aux prémices hein, de ce qu'on peut proposer, mettre en place. La semaine dernière, on a organisé avec Ninti, donc notre premier atelier avec notre groupe d'ambassadeurs Europe, Middle East, Africa, avec des personnes émanant effectivement de différents pays. Et l'objectif de cette session, c'était de les écouter, de prendre note et d'identifier les besoins. Et puis, on n'a pas eu l'occasion encore de rééchanger avec Minty, mais donc du coup, OK, donc en fonction de cet atelier-là, qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Globalement, ce qui ressort, c'est que voilà, il y a des groupes de soutien et d'échange de personnes en parcours de PMA, hommes et femmes, euh, des sensibilisations encore, parce que bah, effectivement, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Et ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est que la plupart des personnes ayant participé, c'est des personnes qui sont de près ou de loin touchées par ce sujet-là. Donc, c'est comment en fait on arrive à atteindre les managers tout au moins pour qu'ils aient envie de participer à ces sessions-là et du coup mieux comprendre comment gérer, écouter ces collaborateurs qui traversent ces difficultés-là. Comment mettre en place aussi un canal de remontée des feedbacks au fur et à mesure pour co-construire de nouvelles choses qui permettent de soutenir cette initiative. Donc peut-être aussi un guide de pratique aussi pour les managers. Donc voilà, c'est encore en cours d'échange entre nous, mais globalement, ce sont les idées qui sont plutôt ressorties. Donc c'est sensibiliser les managers pour que la parole soit plus libérée, qu'ils soient plus en support et en soutien des collaborateurs et des groupes d'échange euh, pour les collaborateurs directement concernés aussi. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Anne-Laure, Émilie, Stéphanie, Ludmila, Florence, vous avez des questions? Bonjour à toutes, vous m'entendez bien? Oui, bonjour Émilie. Ok, parfait. Bonjour. Donc, je me présente Émilie Jiménez. Je travaille avec Carole en fait chez Dell Technologies. Je vous avoue que moi j'ai jump sur la conférence parce que je suis un peu nouvelle sur le sujet et je suis manager au sein de Dell. Donc, j'aimerais pouvoir accompagner les personnes qui sont touchées au mieux. J'avoue ne pas être au courant des jours qui étaient autorisés pour les femmes et pour les hommes. Donc, merci Virginie, maintenant je suis au courant. Alors, Euh, c'est pas des jours. C'est ça qui est. La loi est un peu. Elle est floue. ok, Et ce ne sont pas des jours, c'est des temps. des temps. Donc, le Ok, temps, ça peut être 1 heure, une demi-journée, voire ok, une journée. Mais il y a beaucoup d'entreprises, alors je ne sais pas comment ça se passe chez Dell, mais qui sont allées au-delà de la loi et qui proposent des avantages et qui donc disent vous avez le droit à 1 jour, à 2 jours ou à autant de jours que vous ok, voulez. Mais le code du travail, il est flou. Il dit ok. des temps d'absence illimités pour les femmes, 3 pour les hommes. Donc c'est pour ça que ça reste compliqué des fois avec des De employeurs jauger, ouais. récalcitrants ou même malveillants, parce qu'il y en a, hein. Hmm, Mais en tous les cas, voilà. ok. Bon, bah, en tout cas, merci. Du coup, j'ai découvert ça. Et puis aussi, accessoirement, pour pouvoir adresser toutes ces informations peut-être à mon manager pour pouvoir au mieux m'accompagner puisque bah, je suis aussi nouvelle concernée par ces procédures-là. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas, enfin, j'ai pas de
questions précises. J'en ai une tonne. Mais, euh, mais bon, je pense qu'avec des sessions de discussion, ce sera cool d'en discuter et de répondre à toutes ces petites questions que je peux avoir. Mais en tout cas, je vous remercie parce que c'est très intéressant et je suis heureuse de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à ce sujet et qui se bat pour que de plus en plus les entreprises fassent des choses pour leurs employés et que ce soit remonté aussi jusqu'à l'État. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait déjà Merci. jusqu'ici. Merci. Nous, au niveau de l'association, on propose à nos adhérents un dossier qu'on a appelé AMP Travail, qui donne, qui donne tous les éléments, ce que dit la loi, qu'est-ce qu'on a aussi à dire sur le parcours d'AMP en lui-même, pour que les salariés puissent s'informer elles-mêmes et aussi informer leur employeur. Voilà. Donc, je dois dire qu'en l'année 2016, la loi a été votée en décembre. Donc, 2017-2018, ça a été très intense. On était sollicités vraiment parce que c'était un vrai besoin, une vraie demande et un peu aussi de l'ignorance. On avait été aussi sollicité par des syndicats qui étaient amenés à défendre des gens. Ça s'est calmé, sauf là des cas très particuliers d'employeurs qui ne veulent pas appliquer le code du travail de base et qui racontent n'importe quoi à leurs salariés. Et puis les agents de la fonction publique. Là, c'est vraiment problématique. Donc, Merci Virginie. On partagera bien sûr toutes les infos. Donc le Ninty Talk est enregistré, donc vous aurez le replay. Pour toutes les personnes aussi qui ne se sont pas connectées. Et on partagera aussi le lien de l'association du collectif BAMP. Mm. et Et ce que oui, je voulais dire aussi peut-être à Émilie, c'est qu'il y a des procédures d'AMP qui se déroulent vite et qui fonctionnent du premier coup aussi. Voilà, il y a des parcours qui peuvent être très longs, mais il y a aussi quand même des situations où rapidement on obtient une explication et on a un résultat avec une grossesse et un beau bébé. Ah, oui. merci. Ouais. Et je vois que Florence a levé la main. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Fatoumata, que je connais bien. J'avais une question pour vous, Virginie et Carole, dans vos différents domaines de compétences. Moi, je suis HR, enfin, je suis RH indépendante. Euh, je me demandais s'il y avait des choses que vous pouviez dire aux personnes qui sont touchées par ce fléau, qui ont peur d'en parler à leur employeur, qui sont dans un parcours PMA. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus rassurantes que d'autres, que vous pouvez leur conseiller pour pouvoir en parler à leur employeur, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui ont peur, hein, à commencer de la mise au placard et de plein de choses différentes. Et mis à part le droit du travail, évidemment, et que du coup, ces personnes ne peuvent pas profiter des avantages qui vont avec le fait de pouvoir en parler. Voilà, donc si vous aviez des choses qui reviennent, qui sont plus, qui aident à l'action pour ces personnes-là. Pour ma part, enfin, encore une fois, enfin, comment dire, je sais pas si je suis le bon exemple d'entreprise parce que j'ai l'impression en fait qu'on est quand même très, en tout cas c'est ce que j'ai essayé moi d'infuser et l'équipe RH aussi et dès qu'on voit qu'il y a entre guillemets un dérapage côté managérial, on s'immisce dans les conversations, etc. Mais voilà, encore une fois, et puis c'est vrai que c'est plus facile pour moi parce que j'ai aussi traversé ce parcours-là. Donc c'est de conseiller aux hommes et aux femmes, voilà, de poser à plat effectivement les différents éléments. J'ai eu la chance aussi d'avoir un manager, hein, donc qui est DRH Europe Nord-Sud, d'être passé par là. Donc ça m'a aussi facilité les choses, hein. Du coup, lui, voilà, il a eu des jumeaux au bout longues années également. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de extrêmement supportif personnellement.
Et donc, du coup, quelqu'un qui est extrêmement ouvert sur ces sujets-là aussi. Donc, c'est vrai voilà, c'est une chance aussi qu'on a chez Dell de ce côté-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme un autre sujet, encore une fois, si l'entreprise a cette culture en fait de l'authenticité, de la bienveillance, euh, le collaborateur doit se sentir à l'aise de pouvoir partager ces éléments à son manager, à ses RH pour regarder, identifier quel est le support dont il a besoin et quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour alléger la charge de travail, pour réorganiser l'activité si effectivement il y a des absences qui sont prévues, etc., etc. Mais ça, c'est effectivement dans une entreprise qui semble être voilà, en tout cas ouverte et attachée à faire en sorte que la bienveillance soit au rendez-vous des échanges et des discussions. Mais encore une fois, loin de là l'idée selon laquelle il n'y a pas de loupé, il n'y a pas de choses qui se passent mal, mais c'est vrai qu'on voilà, il y a des difficultés en tout cas dans les discussions entre un collaborateur et son manager. Les RH aussi sont là pour reprendre la situation. Et pour vous donner un autre exemple, quand cette personne a fait part à la RH des difficultés qu'elle avait avec son manager de trouver un calage en termes d'organisation pour pouvoir s'absenter pour ses traitements, ma collègue RH m'a dit, bah, écoute, je préfère que ce soit toi qui gères parce que tu sais de quoi on parle. Pour moi, et je lui ai dit, c'est un peu choquant ce que tu me dis parce que ça ne devrait pas être un sujet plus facile pour moi. C'est un sujet comme un autre, c'est une difficulté comme une autre de parcours de vie. Donc, c'est pas plus facile pour moi. En fait, il suffit juste de questionner, de prendre note des besoins et de trouver des éléments de réponse ensemble. Moi, je Voilà ce que je peux conseille, dire de mon côté. ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas rester seul. Parce que ça peut vite, enfin, très 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 vite devenir conflictuel et que les gens se retrouvent en vraie difficulté avec des gens qu'on pousse à démissionner ou qu'on harcèle sur ces sujets-là. Donc, ne pas rester seul, c'est si au sein de l'entreprise, il y a des délégués du personnel, bah, c'est de pouvoir les utiliser comme soutien aussi dans les interactions avec l'employeur. Les syndicats, qui peuvent être un soutien aussi. Le médecin du travail, hein. Alors, bien que on a fait des sensibilisations auprès des médecins du travail et voilà, c'est pareil, s'ils ignorent, ils ignorent, donc il faut vraiment les informer, et puis d'utiliser les associations, c'est-à-dire que moi je suis là, j'écoute les gens, je peux passer des heures au téléphone avec eux pour écouter, comprendre, soutenir, trouver des solutions, et déjà ça c'est voilà, c'est tout un tas de petits outils que dont les gens peuvent disposer. Après, on ne peut pas, nous, intervenir auprès des employeurs. Voilà, c'est pas possible. Il faudrait qu'on fasse que ça. Donc, je pense que c'est le conseil qu'on donne. Et il y a un dispositif qui existe aussi qui s'appelle l'Observatoire des temps de vie, vie privée, vie professionnelle. Je crois que ça s'appelle plus comme ça, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et eux, ils ont édité aussi justement des guides pour les managers sur toutes les problématiques de la vie privée qui impactent la vie professionnelle, dont l'AMP. Enfin, l'AMP est dedans depuis le début, ça doit bien être depuis 2015 ou peut-être même 2014. Donc il y a de plus en plus quand même d'entreprises qui sont sensibilisées à ça. Mais bon. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci Florence. Alors on a 2 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, un mot, une question? Sinon, on peut fermer ce premier cycle des Minty Talks. Olga, je peux te laisser. Ah oui, Marilyn, pardon. Moi, j'en profite pour poser encore une nouvelle question, peut-être plutôt à Virginie cette fois, parce que suite aux annonces qui ont été faites, soi-disant qu'il y a un grand plan contre l'infertilité qui est prévu, est-ce que vous allez pouvoir jouer votre rôle? Et puis, est-ce que vous avez déjà peut-être été interrogé? Est-ce que, voilà, quelles sont les propositions qui sont faites? Est-ce que vous êtes bien en contact, vous, avec votre association? Avec le gouvernement pour que ça fasse évoluer les choses plus vite, peut-être. Alors là, il faudrait faire un autre sujet sur comment les politiques
font la santé publique. Alors, on a un rendez-vous le 31 janvier au ministère de la Santé. On a sollicité plein de rendez-vous, mais bon, pour l'instant, ils sont tous en train de courir dans tous les sens pour essayer de constituer un cabinet et tout ça. Donc, c'est complexe. Et puis, le grand plan, enfin, pour nous, il n'y a rien de nouveau, puisque le plan fertilité, il a été voté en 2021, il a débouché sur le rapport sur les causes d'infertilité. Là, maintenant, ma crainte et ma mobilisation, c'est qu'il en sorte quelque chose qui soit vraiment innovant en termes de santé publique et de prise en charge de l'infertilité, de l'assistance médicale à la procréation. Mais sauf qu'on va au-delà de ça, puisque si on parle de ça, on parle aussi par exemple, des départements où il n'y a plus de gynécologues. On parle des moyens dédiés au centre d'AMP, voilà. On parle de tout un tas de choses. Donc, à mon avis, enfin, de ce qui a été dit hier en conférence de presse, c'est rien ne se fera avant 6 mois. Mais moi, je voudrais que ce qui se fasse soit vraiment en correspondance avec les besoins exprimés par les patients, par les femmes, par les professionnels de l'AMP et élargi un peu à la santé des femmes, plus globale. Mais bon, je crains le pire, hein, parce que la manière dont les choses ont été annoncées, en mélangeant un peu tout et tout ça, donc il faut qu'on on reste mobilisé. Mais Merci Virginie, merci Marilyn. Bon, merci beaucoup. On est right on time. On va fermer ce premier cycle et vous allez recevoir le lien du replay. Je vois que Ludmila est partie et je viens de lire son message. Donc, bon, je lui ferai un petit message à part. Et Olga, je te laisse dire un petit mot avec qui j'ai quand même cofondé Linty. Merci Anne-Laure. Merci. Je pense que de toute façon, il faut qu'on clôture. Ma question, c'était aussi en lien avec justement les fonctions publiques. Donc, mais du coup, merci Marlene de l'avoir posé. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc, j'en profite de paroles pour remercier Virginie et Carole pour l'intervention qui était super intéressante. Je pense qu'on a toutes, malheureusement pas tous, cette fois-ci, on a tous beaucoup appris lors de cette séance. Et merci beaucoup Fatoumata pour d'avoir organisé le premier talk. Et je pense que c'est que le début. Donc si vous connaissez les gens qui sont intéressants, qui peuvent en bénéficier, qui veulent aussi partager leurs histoires, vous êtes les bienvenus. Et donc merci à vous et à très bientôt. Merci. merci à vous. Merci. Au revoir. À Merci. bientôt. Merci Bonne Virginie. journée. Bonne journée.